Mais quel film a-t-on voulu jouer avec Mohamed Bazoum qui se retrouve au centre d'une tentative d'évasion à Niamey? Peut-on y voir les prémices de l'intervention militaire programmée de la CEDEAO ou juste une légitime soif de liberté d'un président déchu? C'est le thème du forum de cette semaine et nous sommes au plateau avec Maître Éric Emmanuel Sosa. Maître, bonjour. Bonjour Gilles Bocco, bonjour à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Très heureux de vous retrouver en forme sur notre plateau. Vous êtes avocat au barreau de Lomé. C'est exact. En attendant peut-être le Niger pour aller défendre Bazoum, le soldat. Pour l'instant, le soldat Bazoum n'a pas encore émis de besoin d'être défendu. Donc. Avec vous, l'inévitable Sogoyou Kegewe qui me fait le plaisir d'être là encore aujourd'hui. Excellence, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à nos téléspectateurs et bon dimanche à tous nos frères et sœurs qui sont allés prier Dieu pour nous. Merci Excellence, vous êtes journaliste ancien ambassadeur du Togo et ceux qui nous suivent en direct, nous sommes sur New World Info et en différé, si vous nous recevez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de liker en même temps cette émission et abonnez-vous à la chaîne New World Info pour recevoir en temps réel les programmes préférés de votre chaîne et surtout partagez cette émission pour porter loin la voix de l'Afrique qui chante et de l'Afrique qui gagne. Et pour la seconde partie, apportez vos contributions via WhatsApp. Le numéro, je vous le rappelle tout de suite, plus 228 96 08 43 43, plus 228 87 48 96 08 43 43. Et nous nous ferons le plaisir de relayer vos contributions dans une heure environ. Et pour commencer cette émission, Maître Éric Emmanuel Sosa, comment peut-on qualifier la situation juridique de Mohamed Bazoum aujourd'hui? Sa détention est-il en résidence surveillée? Est-il en otage, comme dirait Emmanuel Macron? Comment qualifiez-vous sa détention? Bon, alors pour l'instant, on va dire M. Bazoum est captif. Il est captif d'une situation dans laquelle, pour l'instant, son statut juridique n'est pas très bien défini. C'est l'une des raisons pour lesquelles je considère toujours ce dossier avec beaucoup de délicatesse. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il est reproché juridiquement à M. Bazoum, à part d'avoir été à la tête d'un régime qui est déchu, parce que ce régime a eu quelques faiblesses, qui a amené des citoyens à prendre une position, des citoyens militaires notamment, à prendre une position pour le déchoir. Bon, son statut actuel est un peu hybride parce que s'il y avait une instruction ouverte contre lui avec des infractions qualifiées, on pouvait savoir exactement quel est le statut, s'il est en détention provisoire ou pas. Pour l'instant, on ne le sait pas. Jusqu'à présent, j'allais dire, on ne le sait pas. Le CNSP a parlé de haute trahison. Oui, mais alors, la haute trahison est une infraction qui est bien définie par la loi et par la constitution nigérienne. À ce moment-là, s'il y a haute trahison, instruisons la haute trahison dans les conditions judiciaires qui vous mettent en dehors de toute critique. Mais là, pour l'instant, on a décrété qu'il est coupable de haute trahison. Qui a qualifié la haute trahison? Haute trahison sur quel fait et sur la base de quelle incrimination? On ne sait pas. La haute trahison est une infraction qui est très élastique. Il faut nous dire sur quel fait exactement il est coupable de haute trahison et que des juges, en toute indépendance, instruisent les faits de haute trahison qui lui sont reprochés. Ce n'est pas ce qu'on fait. Pour l'instant, il y a un bras de fer entre la France et le régime au pouvoir et on ne nous explique pas clairement quel est le statut juridique de M. Bazoum. Non, donc oui, on peut conclure qu'il est en résidence surveillée, mais ça ne suffit pas. La résidence surveillée, elle aussi, elle se décrète et on dit pourquoi on met quelqu'un en résidence surveillée. Mais là, il est en résidence surveillée de fait. Sogoyou Kegewe, est-ce que le général Tiali a tort de ne pas faire comme Mouligi Nguema en laissant les uns faire du bruit et les autres, Madame peut-être Bazoum, juger ou non? Est-ce qu'il a tort de laisser pourrir la situation? Mais en quoi il laisse pourrir la situation? Il est en prison. Qu'il soit en prison, pris en otage ou je ne sais quelle forme de privation de liberté,
reconnaissons qu'on est dans une situation assez floue. Parce que personne ne peut être en prison avec famille et enfants. Si lui a été président, s'il y a eu haute trahison, quel rôle a joué madame et les enfants, ont joué madame et les enfants dans cette haute trahison? Bon, ou bien il n'est pas en prison, on fait ami-ami, bon mon ami, tu n'es plus président, on te donne une aile de la présidence, installe-toi là-bas, tu as ton téléphone, tu peux à l'occasion appeler qui tu veux pour venir te secourir. La preuve, on vient l'exfiltrer, c'est sûr que quelqu'un a dû lui passer un coup de fil pour lui dire, mais prépare-toi, tel jour à telle heure, le commando viendra pour t'exfiltrer. Si on avait réussi à exfiltrer Bazoum, mais moi, je ne serais pas loin de croire que peut-être le CNSP a joué un rôle. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on veut se débarrasser de lui. Autant on dit qu'il a commis des fautes, qu'on va le juger, autant on n'a pas envie de l'avoir. Sinon, comment tu peux comprendre ce qui se passe? En prison, avec téléphone, en prison, ceci, en plein palais présidentiel, on monte un commando pour venir l'enlever. Et on dit, grâce à la vigilance de ci ou de ça, bon, le CNSP, ils savent que nous sommes pour eux. Nous les avons toujours soutenus. Mais il y a des choses sur lesquelles nous sommes obligés de nous poser certaines questions. Donc, il ne faut pas attendre une vigilance de dernière minute pour relever un défi comme celui-là. Il faut prendre des mesures à la base pour que personne n'ait même l'idée d'aller l'enlever. Ils n'ont pas pris de mesures à la base. Oui, ben, faut-il l'inculper formellement, selon vous, ou le libérer simplement, le soldat Bazoum? Et le problème de Bazoum, regarde bien ce qui se passe au Gabon. Ali Bongo, il est libre. Il dit même qu'il veut travailler avec le nouveau pouvoir. Le problème de Bazoum, ce n'est pas Bazoum. C'est quelqu'un qui est assis à l'Élysée, qui s'agite comme s'il y avait les punaises dans sa veste. Il semble qu'actuellement, il y a beaucoup de punaises en France. C'est lui qui est le problème de Bazoum. Ça dit qu'il faut laisser passer Bazoum, partir Bazoum, et mettre Niamey sous un tapis de bombes. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Toutes les armes qu'ils ont réparties partout, au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est pour que dès que Bazoum, femmes et enfants sont en sécurité, qu'on arrose tout le Niger. Et en passant comme dégâts collatéraux, on va arroser aussi le Burkina, on va arroser le Mali. Donc Bazoum, le général Tchiani doit savoir qu'il ne joue pas seulement la vie, sa vie, la vie des Nigériens, mais il joue la vie de tous les 3 pays. Donc on ne peut pas prendre certaines choses à la légère et laisser Bazoum. Ou bien Bazoum a commis une faute, vous le retenez, ou bien il n'a commis aucune faute, vous lui demandez le pays de son choix, et puis il va vivre dans ce pays. Or, vous savez que Bazoum est le danger numéro 1 aujourd'hui. Non pas parce que Bazoum veut tuer quelqu'un, mais parce que les gens veulent utiliser Bazoum pour atteindre leurs fins. Et ces gens qui veulent utiliser Bazoum pour atteindre leurs fins, ils ne sont pas trop loin de nous. Si c'est vrai qu'il y a un qui est loin à Paris, les autres sont ici, tapis, à nos côtés, et ils ne rêvent que de faire un carnage au Niger et dans les pays contestataires de l'ordre ancien. Maître Eric Emmanuel Sosa, Mohamed Bazoum devient un colis encombrant. Ah oui, absolument. Et ça, je pense que la junte n'a qu'à s'en prendre qu'à elle-même. Parce qu'en réalité, regardez la situation. Les situations entre la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les Guinéens se sont débarrassés d'Alpha Condé. D'abord, aujourd'hui, il n'y a plus aucun passif à gérer politiquement sur le compte de Alpha Condé. Bon, au Mali, celui qui a subi le coup d'État est décédé. Ils vont dire ouf. Mais remise en liberté de toutes les façons. Non, mais Ibeka est décédé. Oui, mais il était en liberté. Oui, il était absolument. Voilà, c'est vrai. Il était en liberté avant, mais c'était avant que Goïta ne reprenne le pouvoir. Mais au Burkina Faso, Damiba, il est tranquille. Au Togo, paraît-il. Bon, maintenant, le cas de Bazoum est devenu problématique parce que on n'arrive pas à mettre les mots sur ce qu'on lui reproche. On n'arrive pas à régler son cas de façon définitive. C'est-à-dire, vous savez, c'est très facile. Comme on dit, Saint-Just disait, on ne gouverne pas impunément.
quand vous avez gouverné, il y a toujours une décision que vous avez prise qui peut vous être imputée à faute. Mais pourquoi est-il si difficile de lui trouver un chef d'accusation? Attendez, quand vous avez décidé de faire un coup d'État, vous l'avez fait pour de bonnes raisons. On espère que ce sont de bonnes raisons. Donc si vous considérez que celui qui est au pouvoir a démérité et que vous l'avez déchu, dites au moins ce pourquoi vous l'avez déchu. Et expliquez ce pourquoi il doit être sanctionné. Expliquez ce pourquoi il est peut-être mieux de s'en débarrasser en l'éloignant. Mais au moins, faites les choses de façon responsable et propre. Là, ici, on a l'impression qu'il y a une sorte de confusion et cette confusion risque de poser des problèmes au CNSP. Parce que on ne peut pas continuellement dire Bazoum est en otage, comme le disait tout à l'heure mon aîné. C'est vrai, Bazoum a été président, pas sa femme, pas ses enfants. Et on nous dit qu'il y a même des cuisiniers qui seraient de l'aventure qu'on propose. Mais le cuisinier, Bazoum n'est pas obligé de manger exclusivement ce qui est préparé par ces cuisiniers-là, pour qu'on pense à le faire exfiltrer avec ces cuisiniers. Les cuisiniers peut-être ne veulent pas. À ce moment-là, quand on les exfiltrera, ce sont eux qui deviendraient captifs. Captifs de quoi? D'un système dans lequel ils n'ont absolument aucune envie de participer. Donc vous voyez que l'affaire est floue. On me dit, on a programmé, on est en train de fomenter un coup qui a consisté à venir exfiltrer Bazoum à la présidence du Niger qui se trouve au milieu d'un camp. Et on nous dit qu'il y a des hélicoptères qui étaient positionnés quelque part par des puissances étrangères. Personne n'a encore dit quelle puissance étrangère il s'agit. 4 jours après, on n'a toujours pas le clair sur cette situation aussi. Ça devient flou. Il faut vraiment que nous arrêtions ces conjectures et que la jeune nous dise clairement ce qu'ils ont vu, ce qu'ils savent et qui est responsable de quoi. On aurait arrêté des gens, on ne sait pas combien, on ne sait pas qui. Qu'est-ce qu'on leur reproche exactement? Ça non plus, ce n'est pas clairement dit. Ça devient beaucoup de choses et bon, cette affaire-là est quand même inquiétante. Mohamed Bazoum libre, est-ce que ça constitue une menace sérieuse contre le journaliste et ses hommes? Mais c'est évident. Et je répète que ce n'est pas Mohamed Bazoum qui est le problème, mais c'est ceux qui veulent l'utiliser qui posent problème. Je suis sûr que Bazoum rêverait bien d'aller vivre dans une de ces villas au Niger ou en Europe ou en Amérique, tranquillement, avec femme et enfants. Bazoum n'est pas vieux. Bazoum, dans quelques années, peut revenir au pouvoir démocratiquement élu. Ce n'est pas interdit. Mais, mais ce n'est pas ça. Dès qu'il est libre, dès qu'il quitte le Niger, ceux qui veulent lui mener des casses, ils vont attaquer. Donc, leur seule retenue, la seule chose qui les retienne, c'est que bon, on ne peut pas aller et tuer en même temps celui qu'on dit vouloir défendre. Mais toutes les armes qu'on a accumulées dans les pays entourant le Niger, c'est pourquoi? Mais c'est pour tuer. C'est pour raser le pays. Et puis, bon, je suis surpris que des gens sont là, ils croient qu'on est dans les sentiments, non. Mais on a rasé la Libye sans état d'âme. Et Kadhafi n'avait pas fait ce que la junte a fait. On a rasé la Libye. Et le Niger, si Tiani s'amuse, on va raser le Niger, mais malheureusement pas le Niger seul. Nous tous, nous sommes dedans. Donc moi je crois que ou bien tu fais un coup d'État ou tu ne le fais pas. Comme il le disait, tu as un motif, tu as fait un coup d'État, il faut avancer. Et puis bon, plus le temps avance, moins on les entend parler. Mais les Maliens ont fait leur coup d'État beaucoup plus longtemps que le Niger, mais les Maliens sont toujours sur le front de la communication. Et surtout sur le qui-vive. Sur le qui-vive. Sur le plateau, la dernière fois, il y a une semaine exactement, vous avertissiez le régime militaire de Niamey de faire beaucoup attention à une intervention. Oui. On aurait dit que vous étiez dans le secret des dieux. Non, ce n'est pas une question de secret des dieux. Parce que si les gens mènent une action, à un moment donné, ils restent statiques, qui n'avancent pas, reculent. Non seulement ils n'avancent pas, ils ne sont même pas statiques, ils reculent. Parce qu'on sait de moins en moins ce qui se passe au Niger. Autant on est informé de ce qui se passe au Mali, on est informé de ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger, c'est silence radio. Peut-être même que où nous sommes, ce que nous disons, ça ne va pas à leur avantage. Ils veulent mener la politique du silence. Parce que c'est difficile, hein, Gilles, c'est difficile de défendre des gens qui ne veulent pas parler. Est-ce que vous voyez? Et regarde le Mali, regarde l'autre là, Diop. Il est sur tous les fronts. Quand il est au pays, il parle. Quand il va à l'étranger, il parle. Bazier. Mais attends,
il est devenu le pourfendeur de tous les abus coloniaux du monde. Il est au Burkina, il parle. Il est aux choses à l'étranger, il parle. Mais qui parle au Niger? Tu vois, je ne connais même pas son nom. Oui, mais le Premier ministre Zen, il parle de temps en temps quand il est... Non, c'est pas le travail... Non, attends. C'est pas le travail du Premier ministre de parler. C'est pas son travail. Où sont ses ambassadeurs? Où sont ministres des Affaires étrangères? Ils font quoi? Ils savent eux-mêmes que toutes les opinions les soutiennent. Ça, ils le savent. Si aujourd'hui l'ambassadeur du Niger au Togo, je ne sais même pas s'il y en a un, il semble que... Non, il avait été rappelé. Non, il y aura toujours un chargé d'affaires. On ne vide pas une ambassade comme un vieux magasin. Donc, il y a un chargé d'affaires. Mais si aujourd'hui ce chargé d'affaires claque du doigt, il y a au moins 100 000 Nigériens au Togo qui se présenteront à lui en soutien au régime de Tiani. D'ailleurs, la fois passée, les Nigériens au Togo, j'ai appris qu'ils ont contribué financièrement pour aider le CNSP. Mais le CNSP, on n'entend plus rien. Oui, mais il faut quand même avoir l'idée qu'ils sont sous le poids des sanctions de la CEDEAO. Non. Mais raison de plus pour communiquer, pour parler, pour make noise. Ils devaient make noise. Justement, les sanctions sont injustes, elles sont criminelles. Ils doivent faire noise. Mon cher doyen, non, on ne peut pas penser sérieusement que les sanctions, par moments platoniques, de la CEDEAO empêchent la junte de pouvoir s'exprimer. Je dis toujours, et je l'ai dit ici plusieurs fois, un coup d'État doit être utile. Sinon, c'est un acte crapuleux de prise de pouvoir. Utile et assumé, disiez-vous. Voilà, utile et assumé. Pourquoi assumer? Parce que en réalité, quand vous décidez, vous, dans un petit clan, un conclave, d'aller prendre le pouvoir, vous devez avoir de bonnes raisons. Parce que le pouvoir, quoi qu'on dise, même si le président a été mal élu, théoriquement, le pouvoir appartient au peuple qui l'a placé là-bas. Après un processus électoral, bien ou mal ficelé, il a été élu. Donc quand il a été élu, c'est le peuple qui lui a donné un mandat. Si vous venez interrompre ce mandat, en considérant que la personne est indigne, vous devez au minimum être mieux que lui. C'est-à-dire que tout ce que vous faites doit absolument avoir une onction qui on va dire, remonte quasiment à l'immanence. C'est-à-dire que vous êtes pénétré par quelque chose qui relève du sacré. Parce que vous posez des actes qui viennent purger les méfaits que vous lui reprochez. Là, vous prenez le pouvoir à quelqu'un. Personne ne vous a rien demandé. Vous avez pris cette décision seul. Maintenant, vous avez en plus l'approbation populaire qui dit vous avez bien fait. Maintenant que vous l'avez fait, on attend de voir ce que vous allez faire du pouvoir que vous détenez. Et tous les jours, vous êtes là à dire oui, il a essayé de faire ceci, machin a essayé de m'influencer sur ceci ou cela, mais il a essayé de fuir. C'est vous qui êtes venu nous annoncer ça. Mais sans apporter la moindre preuve sur aucun des éléments que vous avez avancés. La moindre preuve. Quand on est président, enfin, on a une junte au pouvoir, et qu'on dit qu'il y a des puissances étrangères qui ont posté des hélicoptères, où vous avez arrêté les hélicoptères, où vous savez, par les renseignements utiles que vous avez reçus, quelle puissance a essayé d'envoyer quel hélicoptère à quel endroit pour venir exfiltrer un ancien président. On ne sait rien des conditions. On nous dit, oui, monsieur, madame et les cuisiniers allaient être exfiltrés. Comment? À l'intérieur du palais de la présidence au Niger, à Niamey, qui se trouve au milieu d'un camp où, en ce moment, période de crise, tout le monde est sur les dents. Comment on va imaginer aller se suicider en venant faire une exfiltration, une opération périlleuse comme ça, au sein de la présidence, au milieu d'un camp militaire? Ça, quand même, les gens se posent des questions. Venez nous expliquer comment. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Mais les gens ont réussi à fuir des prisons les plus difficiles. Les gens ont réussi à fuir d'Alcatraz. Les gens ont réussi même à fuir des camps de concentration nazis. Auschwitz, Treblinka, les gens ont fui. Pourtant, la situation est... C'est-à-dire que fuir d'un camp de concentration nazi tient du miracle. Mais les gens ont réussi. On est d'accord. Maintenant, c'est pas parce que c'est difficile. Non, mon doyen, pardon. On n'a pas vu la fuite.
On nous a dit qu'il y aurait eu une tentative de fuite. Oui, mais ça n'a pas commencé. Maintenant, ce que je dis, on dit qu'on a arrêté une cinquantaine de personnes et que le meneur même a échappé. Ça pose déjà problème. Comment il a réussi à échapper? Et puis, quand vous regardez les cartes, la carte du Niger, où se trouve Niamey, la frontière la plus proche, ce n'est pas forcément le Nigeria, mais les hélicoptères, naturellement, il ne peut pas aller au Burkina ni au Niger, et que les hélicoptères devaient s'envoler pour aller au Nigeria. Moi, je ne suis pas militaire, je ne suis pas pilote d'hélicoptère, mais je me dis quand même qu'un hélicoptère, ça fait beaucoup de bruit. On est d'accord. Moi, chaque jour à Guanivé, il y a un hélicoptère qui vient tourner dans le quartier et ça fait du bruit. Même si tu dors, tu te réveilles. Donc, c'est-à-dire que le Tiani et ses hommes doivent rapidement donner des éléments qui crédibilisent ce qu'ils disent. Oui. On veut bien les défendre, mais regardez, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que les gens ne vont pas essayer. Les gens vont essayer. Les gens ont toujours essayé. Les gens se sont toujours échappés des prisons les plus inviolables, qu'on considérait inviolables. Doyen, on est d'accord. Même Mandela à Robben Island a pensé parfois à des moyens de s'échapper. C'est vrai. Non, mais dès l'instant que vous êtes captif, que ce soit pour de bonnes ou mauvaises raisons, vous avez envie de vous enfuir. C'est normal. Oui, l'histoire et même la littérature. Regardez le Comte de Monte Cristo, regardez Jean Valjean. Mais l'instinct de survie et l'instinct de fuite du captif est quelque chose de mais pour Mohamed Bazoum, naturel. Est-ce que cet instinct n'est pas suicidaire? Parce que vouloir quitter cette résidence surveillée au milieu d'un camp militaire, finalement, ça devait déboucher sur un carnage. Justement, oui, c'est la raison pour laquelle cette tentative d'évasion. C'est la raison pour laquelle on est d'autant plus surpris de la façon dont les choses ont été présentées. Et le doyen le disait tout à l'heure. C'est vrai, si on doit faire ce genre d'opération, c'est certainement pas avec des hélicoptères. Enfin, je ne sais pas. Mais maintenant, si on nous affirme qu'il y a des hélicoptères, 2 notamment, qui ont été positionnés pour pouvoir parachever l'opération, qu'on nous dise d'où ils viennent et au moins, que la personne, la puissance étrangère accusée, se défende ou s'en défende pas. Peut-être ne veut-on pas donner tous les éléments d'une enquête qui est encore en cours. Mais non. Est-ce qu'on peut y voir les prémices de l'intervention programmée de la CEDEAO? Parce que vous sembliez dire la semaine dernière que cette menace, elle n'est pas encore enterrée. Non, la menace n'est pas enterrée, elle ne peut pas être enterrée. D'ailleurs, elle est en voie d'exécution. À partir du moment où on a coupé les frontières, que les Nigériens ne peuvent même pas avoir accès aux marchandises qu'ils ont achetées, on ne leur a pas donné. Mais qu'est-ce que Israël fait aujourd'hui au Hamas et tout le monde hurle? On a coupé l'eau, on a coupé l'électricité, on a coupé l'eau, électricité et puis quoi encore? Mais c'est ce que les pays de la CEDEAO font au Niger depuis plus de 2 mois maintenant. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. C'est illégal. Au niveau de l'ONU, ça ne se justifie ça. La CEDEAO elle-même n'avait jamais prévu de telles situations catastrophes où les enfants CEDEAO entre eux vont se manger cru. Donc, la guerre en fait a déjà commencé. En vous privant du strict minimum, c'est pour vous affaiblir, pour que le jour où on vous attaque, vous soyez moins en mesure de vous défendre. Mais ici, c'est les Noirs. Les Noirs tuent les Noirs ferment les frontières pour que d'autres Noirs n'aient rien à manger ni à boire. Il n'y a pas de problème. Mais à Gaza, quand Israël fait ça, mais les Arabes, ils ne sont pas comme les Noirs. Ce ne sont pas des moutons. En Afrique, je vous ai déjà dit l'anecdote ici, en Afrique, quand on fait du mal à un Africain, les autres, c'est comme les gnous du Serengeti, ils viennent, et puis on tue leurs frères, ils sont là, ils applaudissent même. Alors, les Arabes ne sont pas comme ça. Alors eux, quand on a privé Gaza du tout, ils le font savoir. Mais qui fait savoir que le Niger est privé de ses biens parce qu'il y a des États qui se disent démocratiques, dont les dirigeants sont, soi-disant, démocratiquement élus,
et qui commettent des crimes, de vrais crimes contre l'humanité. Oui, mais le Togo l'a fait savoir à la tribune des Nations Unies notamment. Maître Eric Emmanuel Sosa, pourquoi la CEDEAO est-elle devenue subitement atone sur le sujet nigérien alors qu'elle a pris des sanctions? Il devrait avoir une forme de suivi pour voir comment faire évoluer la situation. Nous l'avions dit ici, les sanctions de la CEDEAO... C'est comme si la CEDEAO avait cadenassé un immeuble et a perdu la clé. C'est exactement ça. J'aime bien votre métaphore. Parce que c'est exactement... Non, mais c'est vrai. C'est exactement la situation dans laquelle on s'est trouvé. Et on l'a dit ici, les sanctions de la CEDEAO, enfin, elles sont d'abord inefficaces, irréalistes, irresponsables et pour tout dire criminelles. Parce qu'à la fin du compte, on n'est pas en train de sanctionner les membres de la junte. On est en train de supplicier le peuple nigérien. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'était pas acceptable vis-à-vis du Mali, mais bon, encore que quand vous allez à Bamako aujourd'hui, vous n'avez aucune impression que le Mali est un pays sous embargo. Il y a des médicaments. Le Mali n'est plus sous embargo. Enfin, il a été longtemps. Donc, je souhaite très vite au Niger de connaître le même sort et que le réalisme prévale enfin pour qu'on lâche ce pays parce que on est en train de se rendre compte que ce pays est essentiel à l'économie de beaucoup de pays côtiers, le Bénin, le Togo encore notamment. Donc quelque part, on est en train de se tirer une balle dans les pieds à chaque fois qu'on veut appuyer sur la gâchette sanction. Parce que ça ne sert à rien, ce n'est pas dissuasif. On l'a dit plusieurs fois ici, mais pardon de se répéter. Si ça avait été dissuasif, le Mali n'aurait pas commencé, la Guinée ne l'aurait pas emboîté le pas, le Burkina Faso n'aurait pas suivi la marche et le Niger n'aurait absolument pas imité. Donc, ce n'est pas dissuasif. Arrêtez à chaque fois cette politique absurde qui finalement ne fait que nuire à la crédibilité même de l'institution parce qu'on se rend compte qu'elle est inefficace et que les sanctions qu'elle prononce, elles sont nocives, c'est vrai, parce que par leur effet, elles ne créent absolument aucun résultat positif, mais en plus, elles sont, oui, je l'avais dit tout à l'heure, platoniques, parce que en réalité, la CEDEAO prononce des sanctions, mais ce n'est pas parce qu'elle a prononcé les sanctions que les faits lui donnent raison. Jamais. Elle n'a jamais eu raison. Oui, nous sommes dans une situation bizarre. Voilà que les sanctions sont prises. Elles nuisent fortement aux populations civiles, mais la CEDEAO elle-même, elle semble être aux abonnés absents. Dis-moi concrètement, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire? Oui, mais la situation, s'il faut faire l'intervention militaire, on y va. S'il faut lever les sanctions, la CEDEAO s'est liquéfiée, s'est autodissoute. Depuis que les deux ou trois pays se sont fait les laquais de Macron, il n'y a plus de CEDEAO. Il n'y a plus de CEDEAO. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes... CEDEAO alors que les sanctions sont encore pendantes. Mais la preuve, ces sanctions, on les cherche, à part fermer les frontières pour affamer les Nigériens, où sont les sanctions? Ces pays de la CEDEAO, tous ont des difficultés. Ils survivent difficilement. Tu as vu ce qui se passe actuellement au Ghana avec les inondations? Voilà une occasion où la CEDEAO doit se mettre ensemble pour aider un pays frère. Tu entends des populations se plaindre dans certains pays que je ne veux pas citer de la cherté de la vie. Voilà des problèmes sur lesquels la CEDEAO devait se pencher si elle était là pour s'occuper des populations de son ensemble. Mais non! Il faut faire plaisir à Paris. Il faut faire plaisir à Paris, quitte à tuer toutes nos populations. C'est quoi la CEDEAO? Je vous ai dit ici qu'il y a 2 ou 3 pays qui se réclament de l'AOF, qui sont prêts même à envoyer des tirailleurs en Ukraine. Mais c'est pas la CEDEAO. Le Togo fait partie de la CEDEAO. Le Ghana, le pauvre Akufo-Addo, auquel Macron donnait des ordres comme à un caporal, mais il s'est calmé. Le vieux Tinubu, il semble qu'il y a longtemps, on le cherche même au téléphone, on ne le trouve pas. Alors la CEDEAO, c'est qui? Si ces pays-là ne sont pas dans le jeu, dites-moi, il reste qui? Maintenant, ceux qui s'agitent, ceux qui ont même limité la guerre à 3 mois, qui ont voté le budget, qui ont distribué l'argent aux militaires pour 3 mois, mais on les attend. La guerre de 3 mois, c'est la guerre de l'uranium. Vous allez faire la guerre de l'uranium français pour tuer vos frères? Mais quand nous parlons tous les jours, j'espère que les militaires même écoutent les radios et les télévisions.
qu'on veut les utiliser comme des mercenaires. Même la mafia, ce qu'ils font est plus horrible que ce que la mafia fait. Mais quand tu es un militaire, tu as un uniforme au nom d'un pays, tu dois être fier de ton uniforme. On ne peut pas t'envoyer tuer des gens au Niger pour que la France, elle, donne l'uranium gratuitement. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc la CEDEAO oublie ça. Oublie la CEDEAO. Oui, je voudrais même ouvrir une parenthèse. J'ai cru savoir que les décisions à la CEDEAO, quand il y a sommet des chefs d'État, prennent les décisions à l'unanimité. Maintenant qu'il y a des voix discordantes sur cette affaire d'intervention militaire du Niger, pourquoi persiste-t-on sur cette voie Parce qu'il y a un ou deux pays qui ont quand même clairement dit qu'ils ne sont pas d'accord avec cette ligne. Le Togo notamment. Et le Cap-Vert. Aussi, oui. Mais, donc vous comprenez qu'il y a déjà des brèches dans le système. Dans la muraille de l'unanimité, il y a des brèches. Donc on n'aura jamais d'unanimité. Oui, mais donc pourquoi on fait croire que cette intervention militaire est encore d'actualité? Alors, Gilles Boko, qui fait croire et qui parle encore aujourd'hui au nom de la CEDEAO? J'ai écouté un général nigérian récemment sur une chaîne internationale dire que plus que jamais cette menace d'intervention d'actualité. Il a fini avec Boko Haram, lui, général nigérian. Il a fini avec Boko Haram. Non mais pardon, mais il parle au nom de qui? Qui l'a mandaté pour parler? Il est porte-parole de la CEDEAO ou il parle au nom de l'armée nigériane? Non, soyons d'accord sur une chose. Bon, alors, je dis cette abomination, j'allais dire cette invasion du Niger qu'on programme, ce serait une abomination. C'est-à-dire que ce sera la première fois qu'en temps de paix, des pays ensemble vont décider de faire la guerre à un des leurs qui ne leur a rien fait. Rien du tout. C'est-à-dire que, c'est-à-dire successivement, dans le même espace, il y a eu la même chose qui s'est produite. Vous n'avez rien fait aux autres et celui-là, vous décidez de lui faire mal. C'est-à-dire de créer sur lui toutes les calamités pour lui faire expier d'avoir osé porter atteinte à des intérêts de quelqu'un qui n'est pas dans l'Union. Oui, et vous vous rendez compte, attendez, la même chose, les proximités sont quand même à prendre en considération. Ouais. Proximité de temps. Dans le même temps, à peu près, à quelques semaines près, la même chose s'est produite au Gabon. La même chose, sans aucun détail manquant. Mais le Gabon est tranquille. Ouais. Personne ne dit on va envahir le Gabon. C'est en Afrique aussi. Dites-moi, quelle justification philosophique, politique, juridique on va donner à l'invasion du Niger? Ce serait quoi? Au nom de quoi? De la démocratie? Donc elle n'existe pas au Gabon, elle n'existe pas au Mali, pas en Guinée, pas au Burkina Faso. C'est seulement la démocratie nigérienne qui mérite d'être défendue avec les armes. Franchement, non. Dans l'esprit de qui cette histoire est sortie? Dans l'esprit de qui? Écoutez, CEDEAO et Gabon. Le Gabon est en Afrique centrale. La CEDEAO est en Afrique de l'Ouest. Qui s'agit dans la CEDEAO? C'est les présidents les plus mal élus qui s'agitent. On est d'accord, oui, c'est vrai en plus. C'est eux qui s'agitent contre le Niger, ceux qui sont le plus mal élus. Il y a quelqu'un qui est même en train de chercher ses diplômes, il ne les trouve pas. Ses propres diplômes, il ne les trouve pas. Il y a l'autre qui avait 3, 4, 5 certificats de naissance et il ne sait pas lequel choisir. Il est embarrassé. Il a 3 mamans au moins. Et avec 3 mamans, il y a une autre qui l'a mis au monde quand elle avait 3 ans. Est-ce que tu comprends? Donc, ce qui dans la CEDEAO s'agite, c'est les présidents les plus mal élus. Je sais que quand nous parlons comme ça, les gens vont commencer encore à s'agiter, mais je dis ce qui est vrai. Ce que je dis est vrai. Donc, c'est eux qui s'agitent. Qui des agités là est sûr qu'aujourd'hui, s'il fait une élection anticipée, il peut les remporter? Aucun. Aucun ne remportera son élection. Pourtant, au départ, c'était des présidents tranquilles avec leur population. Mais l'affaire du Niger leur a empoisonné l'existence à tel point que si aujourd'hui il faut une élection anticipée, ils perdent tout. Alors, tu ne peux pas quand même te suicider toi-même juste pour faire plaisir à Macron et à son uranium. C'est pas possible. Comment les Noirs sont comme ça? Ça ne peut pas arriver aux Arabes. Non, pardon quand même, grand frère. Non, mais vous savez, on ne va pas rentrer dans cette polémique, mais les pays arabes sont en train de regarder la Palestine s'enfoncer depuis 40 ans sans avoir bougé le pied. Laisse-moi finir, j'aime pas finir. Je dis ça ne peut pas arriver ni aux Arabes, ni aux Vietnamiens, ni aux Chinois.
C'est au noir que ça arrive. Regardez, ils ont laissé tuer Kadhafi. Ils étaient là, on a tué Kadhafi. Et voici les conséquences. Les mêmes sont en train de cotiser des soldats pour aller détruire le Niger sans savoir que cela va rejaillir sur leur propre pays. Si vous aimez vos populations, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez l'argent, vous avez des guettes privées, à la moindre alerte, piam, vous êtes partis et les populations sont restées au pays. Mais c'est pas normal. Oui, mais mettre sur ça en droit, comment ça s'appelle? Vous avez donné des exemples fort intéressants, mais moi je prendrais celui du Burkina Faso, où il y a eu 1 ou 2 coups d'État. Nous avons connu les mêmes situations. La CEDEAO n'a jamais sanctionné. Pourquoi dans les autres pays, au Mali, au Niger, on sort les batteries de sanctions? Ça s'appelle comment? Non, ça n'a pas de nom en droit. Pardon. Non, attendez. Il ne faut pas habiller les ignominies de termes juridiques pour leur donner belle apparence. Non, ça n'a pas de nom en droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aimerais savoir sur la base de quel principe, dans la charte de la CEDEAO, on a décidé de faire cette invasion, je veux dire, cette folie contre le Niger. Il faut d'abord savoir que nous sommes quand même dans l'espace CEDEAO soumis aux prémices du droit international. Et la seule instance qui peut décider par résolution de l'invasion d'un pays en temps de paix, c'est l'ONU. Oui, le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est la seule instance. Alors, l'ONU n'a même pas eu à se prononcer. On ne lui a pas demandé son avis, mais on a décidé au sein de la CEDEAO de faire quelque chose qui est en infraction avec le droit international. Mais pourquoi la CEDEAO, j'ai dit la CEDEAO, le Conseil de sécurité ou l'ONU n'a pas déjugé la CEDEAO sur cette... Mais parce que l'ONU est quand même une institution qui est organisée et on ne traite pas des sujets comme ça à la volée. Le secrétaire général, il peut s'exprimer généralement sur les sujets, mais quand il s'agit de prononcer une sanction, il y a un processus. Il peut donner son avis, comme il avait donné son avis sur les 49 mercenaires de l'Ivoire. Il n'a jamais dit qu'il était d'accord qu'il y ait une sanction. Voilà, d'abord, des sanctions de ce genre contre le Niger. Il aurait pu se prononcer sur cette intervention. Gilles, d'abord, le chef marionnettiste des 4 présidents va en guerre de la CEDEAO, le marionnettiste. Tu sais comment les marionnettes, ça travaille, non? On tient les choses avec les fils et puis... Le chef marionnettiste des 4 présidents guerriers de la CEDEAO, il envoie à l'ONU. Il est membre du Conseil de sécurité. Donc, là-bas, le Conseil même peut décider tout ce qu'il veut. Il pose son droit de veto et puis c'est fini. Maintenant, c'est les marionnettes. Comme eux, elles autres ne se rendent même pas compte dans quoi elles se sont mises. Elles sont toujours en train de danser. Ah, l'attaque de Niger, ça continue, hein, on n'a pas fini. Mais le général qui parle, je ne l'ai pas écouté, hein, le général nigérien qui parle. Mais s'il était un général sérieux, il allait se poser des questions. Quand l'affaire a commencé, quand les chefs d'État sont allés à Abuja, mais les politiques doivent faire la politique. Les diplomates doivent faire la diplomatie et on doit laisser la guerre aux militaires. Est-ce que tous ces vieux ronflants à Abuja, est-ce qu'ils se sont d'abord demandé qu'en pensent nos armées? Non. C'est après on dit on va faire une réunion des chefs d'état-major à Accra. Quand ils ont fini de dormir, ils se sont réveillés. Chacun se débrouillait pour voir quel rêve il a fait. Et puis tous ils voient en rêve qu'ils sont en train de conquérir le Niger. Le Niger n'est pas conquérable, si le mot existe. Il ne peut pas conquérir le Niger. Beaucoup d'entre eux vont perdre leur pays, beaucoup vont perdre leur pouvoir à force de s'entêter à vouloir conquérir le Niger. Oui, mais je le dis et je le répète. Ça ne peut pas être sous forme d'une intervention classique. La preuve, ça peut se passer comme une exfiltration. Non. Le problème n'était pas Bazoum. Bazoum, ils ont même envie de le voir mort. Parce qu'en exfiltrant Bazoum dans un hélicoptère, ils savent que quand l'aviation malienne, burkinabé ou nigérienne va voir ces hélicoptères, c'est missile. 2 missiles, c'est fini. C'est une boule de feu qui tombe. Donc eux, dans ce coup-là, ils veulent faire d'une pierre 2 coups. Avoir l'occasion d'écraser Niamey sous les bombes et en même temps éliminer Bazoum qui risque de parler parce que aujourd'hui les accointances de Bazoum avec les terroristes ne sont plus à démontrer. Bazoum dira un jour de qui il recevait les ordres et de l'argent pour payer les terroristes. Ça, à la place de quelqu'un, moi je n'aimerais pas avoir Bazoum vivant. Donc cette histoire de Bazoum, je l'ai dit, je le répète, j'ai dit Bazoum n'est rien, absolument rien.
Kadhafi, qui était le président le plus riche, le plus craint, le plus généreux envers nos États, mais les Blancs, ils l'ont tué sans état d'âme et ils prennent son pétrole gratuitement. Bazoum n'est rien, on veut l'uranium, on ne veut pas Bazoum. Voilà. Mais tout ça, on parlait tout à l'heure du silence de la CEDEAO. Mais est-ce qu'il faut considérer aussi que cette crise nigérienne est masquée par d'autres conflits dans le monde? D'abord par la guerre d'Ukraine et ensuite ce qui se passe actuellement entre Israël dans la bande de Gaza. Non, pas du tout. Ça n'a pas la même ampleur et ça n'a pas les mêmes causes, on va dire. Non, la crise du Niger, elle est artificielle. Elle a été créée par les remous de quelques hommes politiques en perte de bon sens. C'est tout. Parce que là, on est en train de mener des logiques au péril du bon sens ordinaire. J'aimerais que quelqu'un nous donne une seule raison pour faire la guerre au Niger et à ce moment-là, on débattra. Il n'y en a aucune quand on met en comparaison le cas du Gabon, du Niger, du Burkina Faso. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a aucune raison d'aller s'en prendre au Niger. Donc les événements du Niger ne constituent en fait un fait d'actualité que par les petits remous, les petits remugles qu'il y a de temps en temps. Donc si le CNSP n'avait pas fait cette sortie il y a 3 jours, on ne serait pas ici en train de parler du Niger. On parlerait certainement d'autre chose. On parlerait plus probablement de Gaza. Parce que là, il y a au moins quelque chose qui se passe. Vous savez, l'histoire, elle se fait avec 2 choses, les mœurs et les événements. Là, ici, à Gaza, nous avons l'histoire des mœurs et des événements. Donc, alors qu'au Niger, il n'y a même pas d'événement. On est en train de créer l'événement en imaginant des choses. Aussi bien la CEDEAO a imaginé des sanctions qui sont complètement ébouriffantes. Là aussi, la junte est en train d'inventer des invasions qui sont, pour dire le moins, rocambolesques. Non, il faut... Oui, mais vous parlez d'invention, mais la junte aujourd'hui, ou le CNSP, a quel intérêt à inventer cette tentative? Mais elle a intérêt parce que justement, comme on l'a dit tout à l'heure, comme elle ne sait pas quoi faire de son coup d'État, elle est en train de chercher, elle aussi, à justifier. C'est le moment de mobiliser la population autour d'axes forts. Oui. C'est le moment de dire au peuple que nous avons un combat à mener parce que nous avons pris le pouvoir pour vous le restituer dans de bonnes conditions. C'est le moment de faire à la limite de la propagande idéologique. Comme ils sont en panne idéologiquement, ils inventent des histoires comme ça. Non, je ne dis pas qu'ils inventent. Il ne peut pas le faire. Tiani, il est quand même trop sérieux pour se livrer à ces petites manipulations d'apprentis politiciens. La tentative va certainement exister, mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils l'expliquent mal. C'est ça qui fait émettre du doute sur leurs vraies intentions. Maintenant, quand vous parlez des guerres, Ukraine, Israël, Hamas, qui porterait... Non, la guerre en Ukraine, c'est une guerre entre blancs, entre les peuples supérieurs. Et là, ils y accordent toute l'attention. Tous les médias sont mobilisés pour mentir. On n'a jamais trop menti quand il s'agit de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, même en Europe, là, des gens sont fatigués du mensonge des médias. Certains demandent même qu'on les ferme parce qu'ils en ont trop fait. En Israël et Hamas, on n'est pas ici. Pour ça, tout le monde sait ce qui se passe. Ne venez pas chercher dans ma bouche qu'est-ce qui se passe en Israël et Hamas. C'est l'anecdote que je veux vous ajouter, c'est qu'en fait, en 1947, quand on voulait créer un État pour les Juifs maltraités par les Allemands et les Français, on ne le dit jamais assez, ce n'est pas les Allemands seuls qui ont maltraité les Juifs, les Français les attrapaient pour envoyer aux Allemands. Donc, après cette guerre où les Français et Allemands se sont mis d'accord pour maltraiter les Juifs, ils ont dit, ah les pauvres, on va leur créer un État où ils seront indépendants. Tu sais où ils voulaient les amener? Au Kenya. Certains ont parlé même du Togo. Madagascar aussi. Les Anglais étaient en Ouganda et au Kenya. Tu sais, c'est de vastes espaces habités par des girafes, des antilopes. Ils se sont dit, mais ça ferait très bien. Hein. Les Juifs, là, ils viendront ici, comme c'est des gens très intelligents, laborieux, industrieux, avec tous ces décors. Ce sera comme le paradis qu'on décrit, hein, où l'homme donne à manger aux lions. Mais ça n'a pas tenu. Et heureusement. Parce que si on leur avait donné un morceau du Kenya, mais aujourd'hui on ne parlerait même pas du Zaïre, ils auraient tout pris. Parce qu'il faut voir qu'est-ce qu'on leur a donné en Palestine et qu'est-ce qu'ils ont pris aujourd'hui. Donc,
Ces Oui, mais guerres-là. pourquoi ceux qui ont donné comment on va dire, ne prennent pas le temps de circonscrire le territoire qu'ils ont accordé donc à Israël? Non, dès le départ, ils avaient leurs intentions. C'est avec le temps que les vraies intentions sortent. Parce qu'il y a des peuples qu'on considère comme inférieurs. Est-ce que tu comprends? Donc on peut leur prendre leur terre. Si on voulait prendre la terre au Kenya ou au Ouganda, pourquoi? C'est parce que les peuples noirs, c'est des peuples inférieurs. Qu'est-ce que l'Angleterre fait aujourd'hui? Tous les demandeurs d'asile indésirables, elle les envoie où? Au Rwanda. Sachant bien que le Rwanda, c'est un petit pays qui n'a pas assez d'espace pour les recevoir, ils se disent, bon, ils vont maintenant s'éparpiller sur les immensités qui entourent le Rwanda. Donc c'est la même chose, c'est le même Je voudrais prix. qu'on creuse davantage un peu ce sujet après la pause. Pour tirer quelques grandes leçons. Une pause pour des impératifs commerciaux et une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans 10 minutes avec vos contributions. Je vous rappelle le contact pour nous écrire plus 228 96 08 43 43 plus 228 08 96 08 43 43. Écrivez-nous. Nous ferons le plaisir de relayer vos contributions dans un instant. À tout de suite.